au Rassemblement national. Hier, lors de ses vœux, Marine Le Pen disait qu'il faut congédier tout le monde. Et en même temps, sur le plateau, Edwige Diaz disait non, pas de censure a priori. Où est l'équilibre au sein du Rassemblement national concernant... Non, mais il y a plusieurs lignes au Rassemblement national, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire que au début, ils avaient dit pas de censure automatique sur Cazeneuve, et puis ensuite après, c'était censure automatique si Bertrand arrivait à Matignon. Ensuite, après, il n'y a pas de censure automatique en cas de budget de Barnier. Et puis finalement, ils ont voté la censure en posant des lignes rouges. Donc on voit bien au niveau du Rassemblement national qui change d'avis assez régulièrement. Parce qu'initialement, même dernièrement, ils avaient dit que si par cas Xavier Bertrand rentrait dans un poste au gouvernement, il n'y avait pas forcément de censure. Et puis ensuite, après, s'il rentrait ministre de la Justice, finalement, il y avait censure. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'aujourd'hui d'avoir une ligne claire au sein du Rassemblement national, dans la mesure où, à minima, il y a au moins deux lignes. Il y a une ligne qui est celle de porter une ligne plutôt anti-système et donc de censurer l'ensemble des gouvernements qui seraient collés de près ou de loin à Emmanuel Macron. Et il y aurait une autre ligne qui viserait à dédiaboliser, à viser en fait l'électorat de droite qui pourrait être inquiet en cas de censure et d'instabilité gouvernementale. Je pense que le sujet essentiel, c'est est-ce que Bayrou va pouvoir traiter Marine Le Pen différemment de Michel Barnier, avec deux points qui sont précis. Le premier, c'est de pouvoir traiter Marine Le Pen et lui donner de la considération parce que c'est ce qu'elle a besoin, c'est ce qu'elle a envie pour montrer qu'elle existe de nouveau. A priori, ça a été fait. Ça a été fait en renonçant à Xavier Bertrand. C'est même ce qu'elle lui a reproché Xavier Bertrand. Ensuite, après, est-ce qu'il donnera des lignes ou des points d'indice, notamment sur son discours de politique générale vis-à-vis des lignes rouges posées par Marine Le Pen à l'égard de Michel Barnier, notamment portant sur les factures d'électricité, sur l'indexation des pensions de retraite et sur le coût du travail. Si François Bayrou est plus souple dans la négociation que Michel Barnier, il tiendra au moins à minima jusqu'au vote du budget en février. Jean-Philippe, le problème, c'est une vraie problématique ou c'est simplement la différence entre quand on est aux affaires et pas aux affaires? Je pense que c'est pas une question d'affaires ou pas être à l'affaire, c'est parce qu'il a deux casquettes. Il a la casquette de maintenant ministre de la Santé et d'expert sur les questions de santé. Et il était surtout rapporteur pour les Républicains sur le PLFSS. Et les Républicains tenaient une ligne qui était plutôt claire, c'était de ne pas augmenter les taxes et les impôts, considérant que les impôts et taxes en France étaient déjà beaucoup trop élevés. Et donc, est-ce qu'il était le porte-voix de Laurent Wauquiez sur les questions de ne pas augmenter les taxes, ou est-ce qu'il était Yannick Noder qui défendait en fait une protection et une prévention, notamment sur les questions d'alcoolisme chez les jeunes? Je pense que c'est ça, c'est principalement son sujet. Aujourd'hui, maintenant qu'il est ministre de la Santé, après, il a quand même une difficulté qui restera la même, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez, vous l'avez cité tout à l'heure, maintient une pression forte sur le gouvernement et Yannick Noder est en charge de la santé. Est-ce qu'il aura tout le périmètre? Est-ce que ce sera lui qui posera notamment les questions de PLFSS? Et est-ce qu'il défendra toujours cette position, notamment sur les augmentations des taxes ou pas? Je pense qu'il sera toujours à mi-chemin entre les deux. Jean-Philippe Bucquois, Clément, sur cette polémique. Est-ce que vous estimez que c'est une polémique? Ça pose quand même problème. Non, mais il ne faut pas faire de procès d'intention. Enfin, on a un ministre de la Santé anti-vax aux États-Unis, donc on arrive à avoir des trucs totalement bas. C'est sûr que dans l'échelle de valeur, on a reproché à Catherine Vautrin, il y a un an, quand elle était rentrée il y a un an et demi ministre de la Santé de Gabriel Attal, d'avoir eu une bannière soutenant le champagne qui était une production viticole de sa région sur son profil Twitter. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, on est sur quelqu'un qui est un cardiologue, qui est engagé depuis des années sur les questions de santé. Bon, bah voilà, on va le juger sur pièce. Juger sur pièce, c'est la question que je vous pose pour terminer. Comment va-t-on et à quel moment devra-t-on juger sur pièce le gouvernement Bayrou 1? Sur quoi vous l'attendez-vous? C'est vraiment au budget, au détour du budget? C'est le sujet dans un pays, c'est le budget. C'est ce qui permet de faire. C'est est-ce que vous avez les moyens ou pas? Quels sont vos choix politiques? Quelles sont vos orientations? Vous pouvez dire beaucoup de choses. À un moment, est-ce que vous avez les munitions pour le faire ou pas? Le mot de la fin, pardon, excusez-moi. Le mot de la fin sur cette question, c'est au final, ce sert véritablement au budget, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des vraies décisions, des vrais choix concernant le budget? La question que vous posez, c'est est-ce que François Bayrou fera un budget pour sauver la France ou pour sauver son poste et son gouvernement? Aujourd'hui, répondez vous-même à la question que vous posez. Moi, je pense que de plus en plus, on a une contradiction entre le maintien à un niveau politique et le maintien de ce qui vous avez besoin comme gouvernement pour récolter le plus de suffrages à l'Assemblée nationale. Et vous avez une contradiction profonde avec ce qu'attendent les Français en termes de politique. Et c'est pour ça que Bayrou est bloqué. Il met des ministres forts qui ont du poids dans l'opinion, qui vont peut-être agir pour résoudre les problèmes quotidiens des Français, mais ceux-là seront eux-mêmes détestés à l'Assemblée nationale. Et est-ce que les oppositions laisseront un gouvernement qui agit, qui obtient des résultats perdurés dans la durée? C'est pas forcément évident. Le mot de la fin sur cette question, c'est au final, ce sert véritablement au budget, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des vraies décisions, des vrais choix concernant le budget? La question que vous posez, c'est est-ce que François Bayrou fera un budget pour sauver la France ou pour sauver son poste et son gouvernement? Aujourd'hui, répondez vous-même à la question que vous posez. Moi, je pense que de plus en plus, on a
une contradiction entre le maintien à un niveau politique et le maintien de ce qui vous avez besoin comme gouvernement pour récolter le plus de suffrages à l'Assemblée nationale. Et vous avez une contradiction profonde avec ce qu'attendent les Français en termes de politique. Et c'est pour ça que Bayrou est bloqué. Il met des ministres forts qui ont du poids dans l'opinion, qui vont peut-être agir pour résoudre les problèmes quotidiens des Français, mais ceux-là seront eux-mêmes détestés à l'Assemblée nationale. Et est-ce que les oppositions laisseront un gouvernement qui agit, qui obtient des résultats perdurés dans la durée? C'est pas forcément évident. Qui a le plus à perdre, selon vous? Le pays. Le pays. En fait, en posant la question, je vais entendre ça comme réponse et je vais pas que la sixième puissance économique mondiale depuis 2 mois n'ait pas de budget, est un gouvernement qui ne soit pas en état de voter un budget, est un parlement qui est tellement divisé, tellement irresponsable sur ses parlementaires qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, ça n'existe dans aucune autre démocratie. C'est l'image du pays, c'est la fiabilité économique du pays qui est en jeu. Je vous entends, mais quand on se lève le matin et quand on se couche le soir, on voit que la France tourne. Je suis allé en province récemment, les gens vont au travail. Alors évidemment, c'est essentiel d'avoir un budget, mais on sent bien. Ce que disent les politiques, c'est que la France est à l'arrêt, c'est une catastrophe, l'économie ne tourne plus. Voilà. Quand on regarde, ce sont les Français qui font le travail. Les taux d'intérêt vont augmenter, on a toute une série d'investissements qui sont bloqués. On est dans un pays qui devient incertain pour des investisseurs étrangers. C'est la réalité de la situation qu'on est en train de provoquer aujourd'hui. Alors mécaniquement, oui, il n'y aura pas de shutdown parce qu'une loi spéciale de finances a été votée. Les recettes de l'État continuent à tourner à minima, mais on a toute une série de blocages qui arrivent aujourd'hui parce que le budget n'est pas voté. Et dans un système qui est totalement enchevêtré au niveau européen et mondial, avoir un pays qui est incapable de s'ordonner, mais c'est un signal absolument dramatique. C'est un signal ou c'est un problème de fond structurel et que ça a des conséquences structurelles immédiatement? Il y a 2 problèmes. Je pense que ceux qui ont le plus à perdre à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le pays, vous l'avez dit, continuera à tourner, mais c'est qu'à long terme et à moyen terme, on aura des difficultés parce que les investissements qu'on reporte actuellement sont éventuellement les points de croissance et les emplois de demain. Ceux qui perdent actuellement, dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est l'ensemble de la classe politique, auquel, lorsque vous prenez le sondage Fracture Française qui a été sorti par l'Ipsos en décembre, au début du mois de décembre, c'est que 83% des Français considèrent que l'ensemble des politiques n'agissent pas pour l'intérêt du pays, mais pour leur intérêt partisan et leur intérêt personnel. Et de plus en plus, si vous avez une classe politique qui agit uniquement pour leur propre boutique plutôt que pour l'intérêt du pays, ils vont être considérés comme inéligibles et inaptes. Seulement, dans l'Assemblée que vous avez actuellement, tous les partis sont représentés. Vous n'avez pas un parti qui est en dehors de l'Assemblée nationale ou qui est complètement ailleurs, comme c'était le cas à l'époque du Rassemblement national. Donc toute la classe politique sera déjugée. Mais si vous avez toute la classe politique déjugée, qu'est-ce que ça donne? Bon, on a vu des résultats dans le monde entier. Peut-être que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pays. À l'heure actuelle, oui, le pays tourne, mais est-ce qu'à moyen terme, est-ce qu'à long terme, on ne va pas perdre? C'est tout le sujet qui est posé à l'ensemble de la classe politique actuelle pour 2025. Et j'ai bien dit que le budget était évidemment les ministres qui provoqueront une censure, ou est-ce qu'au final, la décision est d'ores et déjà prise? NFP-CFR, Assemblée nationale, a priori non, mais est-ce que d'ores et déjà, on peut dire que quelle que soit l'attitude du gouvernement, il y aura censure ou pas censure? Vous avez 2 tactiques pour éviter une censure. La première, c'est de discuter avec les états-majors et avec l'ensemble des députés, en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Vous mettez ce qu'on appelle classiquement en politique un deal. C'est-à-dire, vous allez voir Olivier Faure, lui dites, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas l'utilisation du 49.3? François Bayrou peut éventuellement s'y engager. Vous voulez une suspension de la réforme des retraites? C'est beaucoup plus compliqué. Vous voulez éventuellement la proportionnelle? On peut discuter sur cette base-là. Il va également voir Marine Le Pen en disant, qu'est-ce que vous voulez? Elle va mettre des lignes rouges qui peuvent changer ou qui ne peuvent pas changer en fonction des semaines et en fonction des mois, mais il peut éventuellement négocier pour essayer de déterminer un accord. Ensuite, après, vous avez une deuxième possibilité, moi je pense, qui est beaucoup plus préférable. C'est de faire en sorte, à l'inverse de Michel Barnier, parce qu'on voyait dans les enquêtes d'opinion qui commençaient à tomber, de faire en sorte que les électorats et du Parti socialiste et du Rassemblement national ne veulent pas une censure. Et à ce moment-là, vous avez des choses à jouer. On a vu dernièrement que lorsque Marine Le Pen a voté la censure, des agriculteurs ont tagué des permanences du Rassemblement national en disant, à cause de vous, vous avez fait passer l'accord Mercosur, en tout cas vous avez permis à Van der Leyen de pouvoir le faire passer. Et si Bayrou joue bien, il peut faire en sorte de convaincre les électeurs RN à ne pas vouloir la censure. D'une part, vous pouvez jouer éventuellement sur le chaos et sur l'éventuel shutdown parce qu'il faut adopter une loi spéciale tous les mois. La deuxième, c'est de parler aux électorats en mettant en place des mesures. Est-ce que Gérald Darmanin et Retailleau vont avoir des résultats qui peuvent convaincre une partie des électeurs RN? Est-ce que Éric Lombard, est-ce que Rebsamen et Valls peuvent avoir des résultats qui convainquent les sociodémocrates à faire pression sur Olivier Faure? Il faut quand même se rappeler que beaucoup d'électeurs du PS étaient déçus qu'Olivier Faure ait refusé l'hypothèse Cazeneuve à Matignon.